Bonsoir à tous. On va partir pour un atelier table ronde autour du minioptère qu'on a intitulé Le minioptère, il va comment? Que devait effectivement également aussi présenter l'année dernière aux rencontres nationales. Qui malgré tout, on s'était organisé pour récupérer toutes les données et on a avancé dans ce temps-là pour affiner la synthèse. Et donc, je vais vous présenter la première partie. Globalement, en préambule, je tiens à remercier vraiment toutes les contributions, associations, personnes qui ont fourni des informations et que globalement, c'est aussi un travail collaboratif avec toutes les personnes que vous voyez citées en préambule dans cette diapositive et que globalement, on va essayer d'intervenir tous petit à petit au fur et à mesure de ce temps de parole et on a découpé, et là, je passe la diapo suivante, on l'a découpé en plusieurs thèmes et donc je vais m'occuper de présenter la synthèse des connaissances. Donc, cette enquête, elle a été lancée durant le deuxième semestre 2019 par Marie Parachou de la CLAPES Franche-Comté, qui s'inquiétait de leurs résultats franc-comtois et qui s'interrogeait sur les tendances sur cette espèce au niveau national. Elle a été reprise par un petit noyau de personnes qui ont été citées au départ au sein de la coordination chiroptère nationale. Globalement, pour présenter l'espèce, donc c'est le seul espèce du genre Miniopterus qui est présente en Europe méridionale. Et en France, l'espèce est principalement présente sur la partie sud de la France et elle remonte aux marges vers l'est jusqu'en Alsace. Et vers l'ouest, elle remontait historiquement jusqu'en Vienne. Et maintenant, elle se cantonne sur les départements sud de Poitou-Charentes et aussi sur le Limousin, ce qui n'empêche pas pour autant d'avoir des données de temps en temps sur des départements comme Lyon ou la Bretagne de mémoire. C'est une espèce qui, globalement, au niveau des listes rouges et des statuts européens, est classée en annexe 2 de la directive Habitat, qui, au niveau mondial, est classée en vulnérable, qui est en danger critique d'extinction sur deux régions qui sont l'Alsace et la Poitou-Charentes, en danger sur d'autres sites et quasiment éteinte, en tout cas pour la population reproductrice de Bourgogne. L'état de conservation qui a été rapporté en 2019 lors de la dernière évaluation des espèces sur Natura 2000 a jugé que l'espèce était en mauvais état de conservation sur les régions alpines et continentales et en défavorable inadéquate plutôt sur Méditerranée et Atlantique. Alors, quel constat on peut faire en 2019 et 2020 On a aujourd'hui sur l'hibernation une 47 gîtes connus qui sont suivis pour une population d'un peu plus de 100 000 individus. On verrait qu'on a affiné les résultats. Et on a 8 gîtes majeurs quand même qui accueillent plus de 5 000 individus. Donc, c'est des gros sites qui rassemblent donc environ 80% de la population hivernale. Donc, c'est vrai qu'on a des gros sites qui accueillent ces sites-là. Avant la mortalité, il y avait 31 gîtes qui étaient estimés pour une population de 114 000. J'y reviendrai à la mortalité. Quels sont les éléments de discussion autour de ces questions d'hibernation? C'est qu'au final, on s'est aperçu qu'entre les années 90 et les années 2020, on a amélioré la connaissance dans pas mal de régions. On a découvert des nouveaux sites qui n'étaient pas connus dans les années 90. Et néanmoins, il y a eu des effondrements de population sur d'autres qui étaient principalement situés en limite d'aire de répartition. Pour la MISBA, aujourd'hui, on a 36 gîtes connus suivis pour une population de 60 000 individus. Alors, je parle bien sans les jeunes. Et avant la mortalité, on avait une population qui était nettement plus importante, près de 100 000 individus minimum, avec 54 gîtes connus.
Là, très clairement, on a pas mal de disparitions de plusieurs gîtes de Misbah. Néanmoins, avec une amélioration de la connaissance en parallèle sur d'autres secteurs. Donc, au final, c'est là que c'est un peu compliqué de voir les tendances. Et on a eu des effondrements des effectifs de colonies de Misbah, notamment celles qui sont situées en limite d'aire de répartition. Quand on prend le graphique entre 1990, qui sont les premières dates de comptage, notamment d'hibernation, et 2020, on s'aperçoit que, et donc en reprenant les 24 sites majeurs, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 1000 individus comptés en moyenne, c'est pas forcément évident de voir les tendances, sauf effectivement le crash de 2002 qui est lié à cette mortalité, qui est très visible, on va dire. Par contre, on a des pics qui sont difficilement compréhensibles, et on y reviendra après, mais il y a l'amélioration des connaissances qui a fait un petit peu bouger les choses. Quand on répartit un peu les sites par nouvelle grande région, on s'aperçoit que le poids de certaines régions en termes d'effectifs est important, notamment l'Occitanie maintenant qui regroupe la Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, qui aujourd'hui donc accueille plus de 50% de la population hivernale. Avec en second temps Rhône-Alpes, et puis ensuite viennent d'autres régions qui précédemment étaient des régions avec des gros effectifs. Donc grâce à toutes les données transmises par les personnes dans les régions, en fin de compte, on peut produire ces cartes. Donc ce que vous voyez, Misbah, rouge et juve en rose, donc à gauche, qui représente les différents sites répartis, et l'hibernation en bleu à droite. On voit bien que globalement, on a une répartition donc plutôt sud de la France, avec un gros écart dans la région Rhône-Alpes que éventuellement on rediscutera après, et puis une population franc-comtoise et limite est de la Bourgogne qui est encore présente, bien que les effectifs aient beaucoup baissé. On a fait la même connaissance sur la partie transit printanier, transit automnal, avec des difficultés sur la connaissance des sites, étant donné que ça nécessite automatiquement des visites régulières dans ces sites en période de transit, ce qui n'est pas la pratique générale de tout le monde. Par contre, quand on commence à regarder plus précisément les sites en hiver, toujours en reprenant les 24 sites majeurs, on voit bien que dans les années 90, on avait des gros sites en Franche-Comté, des gros sites en Poitou-Charentes, toujours ces fameux gros sites dans la partie méditerranéenne, Occitanie. Et puis les années 2000, donc là, on voit bien qu'il y a eu des contractions d'effectifs. Et ce qui s'est poursuivi dans les années 2010, donc l'année 2010 va de 2010 à 2020, où on voit bien que les sites du nord se sont encore une fois réduits, et les sites du sud ont repris, voire il y a des nouveaux sites qui sont apparus, mais qui n'étaient pas connus précédemment. Globalement, là, c'est le chiffre détaillé avec, là, vous avez les départements, les différents départements avec les effectifs très précis. Globalement, qu'est-ce qui ressort? On voit qu'il y a 8 sites qui ont progressé, soit depuis leur découverte, soit depuis les années 90. 3 sites qui sont stables, 12 sites qui sont déficitaires en termes d'effectifs d'hibernation. Et quand on regarde la protection proprement dite des sites, vous vous apercevez que beaucoup ont été protégés. Il y reste encore des sites non protégés, mais aujourd'hui, il y a énormément de ces sites qui ont été protégés, soit par des actions de conservation type grille, soit par des actions de protection réglementaire type RNN ou RNR. Alors, après, quand on essaye de réfléchir, mais pourquoi le minioptère il va aussi mal? On a vu tout à l'heure que globalement, l'épisode, il y a eu un événement en 2002, entre mai et juillet 2002. Il y a eu, c'est apparu en mai en France, plusieurs dizaines, voire centaines de cadavres qui ont été trouvés dans 3 régions françaises. Et puis en juillet 2002, l'événement s'est poursuivi en Espagne et au Portugal.
avec énormément de mortalité, principalement sur des jeunes, mais aussi sur des adultes. Et la mortalité, à cette époque, n'avait affecté que les colonies de Misba. Alors, il y a eu plusieurs hypothèses à l'époque. L'épizootie d'origine virale avait été annoncée comme la plus probable. Il a fallu attendre un certain nombre d'années pour qu'une publication espagnole qui a repris les échantillons annonce un virus, la découverte d'un virus dénommé l'oviovirus, qui pourrait être la raison de la mortalité, même si on n'en a pas la preuve. Depuis, le même virus, il a été retrouvé en Hongrie en 2016, même si on n'a pas de preuve que ça a causé une mortalité. Ce qui est certain, c'est qu'en France, l'époque, en 2002, on avait observé des mortalités ponctuelles de quelques dizaines, voire centaines d'individus. La conséquence dès l'hiver 2003, ça avait été une baisse, donc, comme vous l'avez vu sur le graphique tout à l'heure, d'environ 60-65% des effectifs qui avaient baissé de manière très drastique et qui, pour certains sites, n'ont jamais remonté. Donc, en gros, quand on fait les tendances en fonction des régions et des sites, on a plusieurs régions, notamment les régions en limite d'aire de répartition, la Franche-Comté, le Limousin, le Poitou-Charentes, qui ont vu leurs effectifs s'effondrer depuis ces années 90, avec près de 90% de baisse d'effectifs, principalement sur les sites d'hibernation, et qui, pour l'instant, ne se reconstituent pas. C'est-à-dire que globalement, les effectifs continuent soit à baisser, soit surtout à stagner, entre guillemets, dans une position basse. D'autres régions qui ont une position plutôt stable depuis l'épisode de 2002, avec 3 cas de figure, c'est-à-dire des régions où les effectifs sont tellement faibles que ce n'est pas significatif. Une région qui était mal connue avant 2002, c'était l'Aquitaine, parce que le principal site d'hibernation connu aujourd'hui en Aquitaine, il n'était pas connu avant 2002. Et puis 2 régions, la Corse et Provence-Alpes-Côte d'Azur, où là, les effectifs, ils sont plutôt stables depuis l'épisode de 2002. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a une différence avant, mais depuis l'épisode de 2002, c'est plutôt stable. Alors, il y a des variations, mais c'est plutôt stable. Une seule région qui a des effectifs qui sont plutôt en augmentation, même depuis 2003, avec des effectifs, par contre, là, estivaux plutôt stables. Et puis, 2 régions regroupées en une seule maintenant, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, que je vais détailler assez rapidement. Voilà les principaux sites d'hibernation répartis dans la région Occitanie. Et le contraste, il est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on a presque tous les cas de figure. C'est-à-dire qu'on a des sites qui progressivement perdent des individus depuis les années 90 et ne remontent pas. On a des sites qui, là, sont quasiment, avec le site d'Aveyron, avec des effectifs qui ont quasiment disparu. Et puis des sites où on a eu des fortes baisses, on a maintenant des progressions. Ce site-là est un site qui a été découvert, donc automatiquement, vous le voyez là, il a été découvert en 2003, donc presque l'année qui a suivi la mortalité, donc on ne peut pas forcément en dire grand-chose. Et puis des sites comme ceux-là où au final, il faut les gérer les 3 ensemble parce qu'il semble que les sites aient des échanges entre eux en fonction des années. Et donc là, on a l'impression que les effectifs sont vraiment en train de se reconstituer et atteindre des effectifs très importants. Donc voilà, si on prend en gros les effectifs des minioptères hivernants en Occitanie, on s'aperçoit qu'en prenant l'année 85 comme l'année 0, on a eu des fortes chutes, étant donné qu'on avait perdu quasiment presque la totalité des effectifs hivernants après la mortalité. Et on voit qu'aujourd'hui, on regagne petit à petit les effectifs historiques. Donc, par contre, le constat, bon, je vais aller vite, mais le constat, il est différent entre l'hiver et l'été. C'est-à-dire entre l'hiver, aujourd'hui, le site abrite donc entre 40 et 80 000, donc c'est vrai que ça fait effectivement quelque chose d'important. Il reste que la population aujourd'hui, en 2020, elle représente
presque 70% de la population nationale. Par contre, il y a des fortes différences entre la partie nord de la région et la partie sud. Sur l'été, c'est plus compliqué. Il y a de nouveaux sites de reproduction qui ont été découverts, qui donc perturbent complètement l'analyse de l'évolution. On n'a pas fait des graphiques, des modélisations et des tendances à partir des données reçues. Et puis, on a un dernier phénomène quand même qui perturbe beaucoup l'analyse, c'est que les échanges quasi certains de ces populations avec la Catalogne proche, pour lesquels on n'a pas de données précises des tendances, fait que ça apporte un dernier élément de complexité dans l'interprétation de toutes ces données de suivi sur le territoire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, une des hypothèses, c'est de se dire que la répartition du minioptère, en tout cas les effectifs se sont rétractés sur la partie sud de la France, et c'est une des raisons pour lesquelles les populations du nord ont peut-être baissé, mais il y a plein d'événements qui rentrent comme l'amélioration des connaissances dans l'analyse. Donc là, je vais finir par le grand merci. J'espère que j'ai tenu le timing. Grand merci à toutes ces structures, à tous les bénévoles qui ont fourni des choses avec des données très précises, avec des dates de visite très précises et qui permettent d'aboutir à cette synthèse et qui vont aboutir ensuite à l'autre partie de la présentation. Merci. Merci Sébastien. Alors, on n'a pas de questions pour le moment. Je pense il y a des participants. On peut passer éventuellement à la partie et puis comme ça permettra de gagner du temps sur les autres parties. Ok, on fait ça. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, on les rattrapera après s'il y en a et puis on continue. Donc, Boris, c'est toi qui vas prendre la parole. Je passe les diapos quand tu me le dis. Ok, ça marche, tu peux y aller. Bonjour à tous. Comme Seb vient de le présenter, cette synthèse minioptère, suite à tout ce travail-là de compilation de données avec la coordination chiroptère nationale, on a souhaité lancer une réunion sur la thématique de cette espèce qui s'est tenue, donc cette réunion s'est tenue avec les coordinateurs régionaux concernés par la présence du minioptère et où certaines personnes qui étaient référentes dans les régions sur le minioptère. Cette réunion s'est tenue le 2 mars dernier et donc la suite de la présentation de cette table ronde évoque la réunion, à savoir comment s'est déroulée cette réunion. Enfin, on va synthétiser un petit peu la réunion et voilà. Donc, le matin, on a bien sûr présenté à l'ensemble des personnes qui étaient présentes la synthèse nationale et puis on a demandé à ce que chaque région nous fasse un bilan, un point d'avancement sur les actions qui étaient menées sur l'espèce, tant sur le volet connaissance que sur le volet protection. Et puis, l'après-midi, on s'est dissocié en deux groupes pour travailler sur les axes d'un futur projet que l'on souhaiterait monter tous ensemble, avec un axe connaissance et un axe sur la protection. Et puis ensuite, on s'est reconnectés tous ensemble pour restituer tout ce qui s'était dit dans chaque groupe et parler donc comment nous pourrions ficeler un projet d'envergure nationale tous ensemble sur cette espèce. Donc c'est grosso modo la suite de la réunion, c'est ça. C'est-à-dire que moi je vais vous présenter la partie ce qui s'est dit dans le volet connaissance. Thomas Kuipers vous parlera ensuite de ce qui s'est dit dans la partie protection. Et puis, la dernière partie de la table ronde, ce sera sur vraiment qu'est-ce qu'on projette, quelles sont les idées de projets communs. Donc, sur le volet connaissance, l'idée, c'était un petit peu de voir au sein de chaque région et donc de façon commune, qu'est-ce que nous aimerions intégrer si jamais on partait sur un projet commun, quels seraient les grands axes, en tout cas en termes de connaissances, à développer et à intégrer dans un projet national. Donc, ce qui est ressorti des discussions, c'était tout d'abord donc un axe sur les suivis de gîtes,
Ensuite, sur tout ce qui était conditions microclimatiques au sein des cavités, et puis les préférendums thermiques du Minioptère, qu'on ne connaît peut-être pas forcément bien, notamment sur certaines périodes. On a largement évoqué aussi tout ce qui était l'approche génétique, épidémiologique et les questions de déplacement de l'espèce. On sait voilà, que c'est une espèce qui navigue, qui peut faire des centaines de kilomètres sans trop de soucis. Donc, il y avait pas mal de discussions, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Il y a des régions qui se posent la question aussi sur le lien avec la disponibilité en proie. Voilà, je développerai un petit peu plus tout à l'heure. Et puis, enfin, tout ce qui était problématique éolien. Alors, sur les suivis de gîtes, ce qui est ressorti, c'était que on avait quand même, au niveau des suivis, une homogénéité qui était, sur les suivis hivernaux, qui était assez bonne, à savoir que on s'accorde tous pour faire des suivis grosso modo autour du 20 janvier, deuxième quinzaine de janvier. Donc là, il n'y avait pas trop de soucis. Et puis, en discutant, c'est vrai qu'on a une hétérogénéité beaucoup plus marquée sur toutes les autres périodes. Alors, en période de mise bas, voilà, on compte à peu près à la même période, en sachant qu'il y a quand même des disparités régionales qui sont assez importantes, d'une part, et puis des disparités de méthodologie en fonction qui est là et qui sont liées, bien évidemment, à chaque site. Voilà, je prends un exemple. En photo, là, c'est une cavité ariégeoise où là, il y a une entrée, mais en fait, au-dessus, il y en a deux autres. Et donc, on a une colonie mixte avec Rhinolophe Eurial, grand petit murin, Minioptère de Schreiber, avec 3 sorties. Et donc, en termes de comptage, c'est pas évident. Et ça reproduit sur tous les sites au niveau national. C'est vrai que forcément, on a une grosse hétérogénéité des suivis en mise bas. C'est la même question se pose pour tout ce qui est transit printanier et automnaux, sur lesquels généralement on a quand même une pression d'observation qui est beaucoup moins importante, et donc on connaît quand même moins de choses. Voilà. Et puis donc l'idée, ça serait essayer donc de réfléchir pour tendre vers un maximum d'homogénéité pour affiner les tendances. Et puis dernièrement, on a vu qu'il y avait d'autres équipes, notamment, je prends l'exemple d'une publication qui est sortie assez récemment de Catalan, qui ont développé des techniques de suivi acoustique en sortie de gîte. Voilà, c'est assez intéressant, si ce n'est qu'il faut calibrer les enregistreurs en fonction de chaque site. Voilà, on pourrait imaginer aussi de travailler, de réfléchir tous ensemble sur la technique acoustique, mais aussi la technique de comptage sur vidéo. Je pense qu'il y en a certains qui le font. Je sais que dans les Pyrénées-Orientales, il y a une personne qui couple pas mal les sorties de gîte avec des enregistreurs automatiques couplés avec de la vidéo. Voilà. Donc, en tout cas, il y a un axe sur les suivis de gîte qui serait important de travailler et d'homogénéiser tout ça. Ensuite, on a vu que tout ce qui était étude des conditions microclimatiques et des préférendums thermiques de l'espèce pourrait être une action, c'est une action qui est, à mon avis, très importante à mener, notamment dans le cadre de restauration de sites et en lien avec la conservation. PACA nous a présenté pas mal de programmes qu'ils avaient sur la réhabilitation sur la réhabilitation de certains sites historiques qui avaient été complètement désertés. Et je pense que, par exemple, appuyer des études microclimatiques sur les cavités en connaissant bien les préférendums thermiques du Minioptère, ça permettrait d'optimiser ce genre d'action de restauration de gîtes. On a eu une longue discussion sur ce volet-là, c'est-à-dire tout ce qui est génétique, épidémiologie et déplacement. C'est-à-dire que comme Sébastien l'a montré, le Minioptère donc, se porte a priori vraiment pas très bien, notamment avec une contraction de l'aire de répartition sur la partie
nord de la répartition dans Bourgogne-Franche-Comté et aussi nord-ouest Poitou-Charentes. Donc, en premier lieu, ça serait intéressant que l'on puisse mener une étude sur la structuration génétique du Minho. Pourquoi pas en lien avec les pays frontaliers, Italie, Espagne, voire Portugal. Ça pourrait être intéressant. Voilà, après, c'est sûr que d'un point de vue structuration, je ne sais pas s'il y aura des grandes surprises, mais si le virus, dans les années 2000, il a diffusé sur au moins France, Espagne, Portugal, c'est que les populations sont quand même en lien. Et puis, les données de bagage de l'époque l'ont déjà mis en évidence. Et donc, du coup, vu qu'on a quand même certains sites qui sont protégés, où il n'y a pas de fréquentation, qui sont protégés par des protections réglementaires, par des protections physiques, mais où on a quand même des diminutions de population, je pense que c'est important que l'on aille explorer d'autres problématiques, et notamment le volet épidémiologique, de voir si il n'y a pas un lien avec la diminution et le fait que cette espèce aille pas très bien, avec des volets plus précis sur la toxico, la virologie, etc. Et enfin, on a abordé tout ce qui était déplacement de l'espèce et lien qu'il peut y avoir entre les gîtes. Et là, disons qu'on s'est tous accordés à dire qu'a priori, une des seules méthodes pour mettre en évidence à cette échelle-là les mouvements entre intersites et les connexions qu'il peut y avoir, ce serait par le marquage individuel avec transpondage et suivi de sites. Alors, dans le cadre d'un montage de projets d'envergure à l'échelle nationale, on pourrait tout à fait imaginer de marquer des individus de quelques sites dans chaque région et de suivre avec à ce qui se fait, hein, comme en Poitou-Charentes, ce que vous voyez ci-dessous, que je vais parler un petit peu après. D'équiper qu'une petite minorité dans un premier temps de sites, de gros sites, et surtout des sites accessibles pour que l'on puisse avoir un monitoring des antennes qui se fasse facilement. Donc ça, c'est ce que vous voyez, la carte, là, c'est ce qui s'est fait l'an dernier en Poitou-Charentes dans le cadre de leur programme, où ils ont commencé à transponder quelques minioptères. Alors, quelques minioptères, c'est-à-dire, vous le voyez, 340 qui ont été équipés. Et au 2 mars, donc date de la réunion, Maxime nous avait fait un retour sur le fait qu'il y avait 119 contrôles bêtes contrôlés, c'est-à-dire donc presque 35% des effectifs qui avaient été contrôlés, dont 88 via les lecteurs dans les colonies d'hibernation et 31 qui avaient été contrôlés avec les antennes fixes qui sont installées sur les sites. Avec, pour l'instant, une distance maxi observée d'un Minho de 111 km, ce qui n'est que le début, puisque je pense qu'on s'accorde tous à dire qu'il est capable d'aller bien au-delà de tout ça, et que tous les sites étaient connectés. Donc, vous voyez, il y a une carte là qui montre ces 300, enfin en tout cas toutes les 119 contrôles qui ont eu lieu. Voilà. Tu peux passer si tu veux. Les deux dernières actions sur la connaissance que nous avons abordées, c'était en lien avec la disponibilité en proie, notamment en Franche-Comté. Il se pose la question d'essayer d'appréhender un peu mieux peut-être pourquoi en fait leur minioptère eh bien, se casse la figure, la population. Et donc, il y a cet axe-là qui pourrait être à creuser avec des études, notamment, ils souhaiteraient lancer des études sur tout ce qui est site de homing qu'ils auraient répertorié dans le cadre des radio-tracking, et donc d'aller sur ces sites-là pour mener des études sur la disponibilité en proie. Voilà, voir un petit peu comment ça se passe. Et ensuite, c'était en PACA où ils souhaiteraient lancer une étude sur les liens qu'il pourrait y avoir entre agriculture, proie, prédateurs via la technique de métabarcoding. Voilà, ça, ce sont des choses, des pistes qui pourraient être lancées dans le cadre d'un projet national. Et dernièrement, bien évidemment, la problématique éolienne. Alors, bon, c'est sûr qu'un programme ciblé sur le minioptère ne pourra pas répondre à la problématique éolienne dans son ensemble, hein, mais
Ce qui a été évoqué, c'était que c'était un sujet qui était très complexe, notamment avec des pressions quand même qui sont assez fortes. Et peut-être que dans le cadre d'un programme sur le Mignot, si jamais on décide d'y intégrer un volet éolien, on pourrait peut-être réfléchir à intégrer un volet plutôt sur l'écologie du paysage avec l'étude des corridors de déplacement, un petit peu à l'image que ce qui a été fait dans le cadre du programme Grand Réno en partenariat avec le CNRS de Chizy. Voilà, pour tout ce qui est axe connaissance, et je vais passer la main à Thomas pour présenter l'axe. Enfin, s'il y a des questions, on peut enchaîner avec les questions. On avait prévu un petit temps de questions sur le volet par partie. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions directement ou est-ce qu'on enchaîne et qu'on passe tout à la fin. Alors, pas une question, mais on a une remarque sur la répartition. Donc, comme c'était sur la première partie, c'est peut-être intéressant de l'avoir maintenant. C'est Thomas Le Campion qui précise que l'espèce est présente en Bretagne dans les départements 22, 35, 44 et 56, avec des premières données en 2001, et qu'ensuite l'espèce a été contactée à l'unité en 2010, 2013 et 2015, mais que donc ces observations sont peu en phase avec le constat de rétractation des populations vers le sud et baisse des populations du nord. Voilà pour la remarque de Thomas Le Campion. Ok. Je ne sais pas si quelqu'un va apporter un élément. C'est des contacts acoustiques, j'imagine. Ouais, c'est ça, la difficulté étant derrière, ça veut dire quoi? Parce que globalement, si effectivement ce sont des données acoustiques très probables, à moins que ce soit des données d'installation de colonies qu'on ne connaît pas. Alors, c'est des contacts d'Angite, précise Thomas. Angite. Avec des effectifs importants? À l'unité. Oui. Je ne sais pas si vous le jugez intéressant d'essayer de passer la parole à Thomas. On peut On essayer peut, de hein, mettre ça en il n'y a pas de place. souci, hein. Thomas, est-ce que ça t'intéresserait de prendre la parole Alors, on regarde ça. Oui, Thomas serait intéressé. Donc, Thomas Le Campion, si on peut lui ouvrir son micro. On met ça en place. Allô, allô? Ouais. Oui, Oui, c'est bon, on t'entend. non, c'était juste pour préciser, effectivement, il y a tout un pan de la question qui rejoint peut-être un peu tout ce qui est réchauffement climatique, ce genre de choses. Nous, on n'a pas de colonies, c'est juste des individus, mais en fait, l'apparition de ces bestioles, elle s'est faite sur vraiment début des années 2000, et voilà, l'unité, de temps en temps, elle est contactée assez loin des populations les plus proches, qui sont effectivement peut-être celles de Poitou-Charentes, et qui se sont quand même cassé la figure. Donc c'était un peu à rebours de l'évolution qui était constatée voilà, sur les populations où il y a de la mise bas ou de l'hibernation. Nous, c'est principalement de l'hibernation, et il y a eu un individu en capture sur un site de swarming aussi. Voilà, donc je sais pas, il y a un réchauffement climatique, on aurait pu aussi s'attendre à ce que l'espèce remonte tranquillement vers chez nous. Voilà. Alors, a priori, le constat que vous avez eu en Bretagne se fait aussi, alors tout à l'heure je parlais de Lyon où il y a des cas réguliers, pareil en hibernation, il y a eu des cas ponctuels en Lorraine aussi de minioptères observés depuis les 20 dernières années. Aujourd'hui, il y a des cas acoustiques faits dans l'Indre ou faits, voilà, qui démontrent que l'espèce semble se promener, on va dire ça comme ça, moi je vais appeler ça comme ça, de se promener dans la partie nord de son aire de répartition. Aujourd'hui, hormis ces données ponctuelles, il n'y a pas d'installation de colonies importantes et ou de reproduction. Et voilà, c'était dans le sens de la contraction de la population, elle est bien là-dessus, hein, elle n'est pas sur effectivement la possibilité que le minioptère puisse se balader, entre guillemets, lié peut-être au réchauffement climatique dans les parties nord de la France. Après, peut-être que ça peut être un effet, hein, mais globalement, aujourd'hui, on a des individus qui, dans les régions Poitou-Charentes ou Franche-Comté où elles étaient installées, les individus semblent ne plus être présents.
et ne pas remonter les effectifs, même après 18 ans ou presque 20 ans après la mortalité. Donc c'est vrai que s'il y avait eu des placements vers le nord, ben, ça aurait été peut-être une des explications. Aujourd'hui, on a plutôt une piste éventuelle d'un déplacement vers le sud ou en tout cas de nouveaux sites. C'est la difficulté qui est très prégnante, c'est qu'on a des sites qui ont été découverts qu'après mortalité. Or, ces nouveaux sites, on ne sait pas s'ils étaient fréquentés avant ou pas. Et là, ben, on peut supposer que oui et on peut dire que non. Voilà. Donc, en gros, ça peut être du translation de colonies. Ce qui est certain, c'est qu'on a encore aujourd'hui, dans certaines régions, des sites des colonies de Misbah qui ont complètement disparu. Là, il y en a une, notamment en Aquitaine, qui a disparu il y a moins de 5 ans. Complètement. Ok, merci. Alors, on a Emmanuel Cosson qui souligne qu'en PACA, il y a également des misbahs en colonies d'échancrés sur un site, ainsi que quelques capatlini. Et donc, les Bretons pourraient chercher les reproducteurs dans les colonies d'échancrés. On a également une question de Arnaud Lacoste. Quel est l'objectif d'une étude des proies du Mignot sur ces sites de Homingin, sachant que les données représentent une faible part des terrains de chasse utilisés par l'espèce en période d'activité? Alors là, je pense que il faut laisser les éventuels PACA répondre. Donc, si Manu est là, je pense que… Ouais, cette étude-là, c'était en Bourgogne, c'était en Franche-Comté. C'était sur les sites des réseaux des réserves naturelles régionales, là, qui étaient voilà, sur ces sites-là. Alors, Arnaud, faut que tu vois avec Marie, alors. Voilà. Je ne sais pas exactement. Ouais, c'est vrai que c'est des études qui ont été évoquées dans le cadre de la réunion, comme quoi ils allaient se lancer certainement dans ces études-là. Après, je ne sais pas s'ils sont connectés là, à Franche-Comté, s'ils veulent intervenir pour peut-être préciser ça. De mémoire, c'est Arnaud Lacoste qui doit être en Franche-Comté, donc je pense qu'il pourrait intervenir éventuellement, ou Marie, je ne sais pas qui est là, mais… Mais je pense que voilà, comme ils ont des effectifs qui ont sacrément diminué ces dernières années là-haut, ils se posent et que leurs sites sont protégés, ils vont chercher sur des pistes de réflexion qui sont liées avec peut-être tout ce qui est lien à l'agriculture et les proies, et donc densité de proies. Est-ce que la ressource alimentaire qui diminue pourrait expliquer peut-être aussi la diminution du mignot? Voilà, je pense que c'est autour de ces questions-là qu'ils ont monté ce programme-là, quoi. Alors, on a Marie Parachou qui est là, donc on peut lui ouvrir le micro un petit moment si elle souhaite intervenir. Oui, merci. Donc oui, l'étude par rapport à la disponibilité des proies, c'était pas uniquement sur les sites de Homing-In qui avaient été découverts, parce que des sites de Homing-In, en fin de compte, sur 3 années d'équipement de 11 individus de Minioptères, il n'y en a pas tellement. C'était pour avoir un point de départ, année N à année N plus X à reproduire dans le temps, par rapport au constat fait que, bon, notamment en Allemagne et dans d'autres pays, qu'il y a près de 80% de l'abondance des invertébrés qui diminue. Donc, quelle est l'incidence sur les minioptères? Ça, est-ce qu'on arrivera à le déterminer? Mais sur nos sites, autour du site majeur de Misbah de Haute-Saône, la réserve naturelle de la grotte de Carrousel, est-ce qu'on est à ce même constat? Est-ce que dans les sites forestiers, est-ce que les lépidoptères nocturnes qui représentaient plus de 80% des proies du minioptère, est-ce que eux aussi, on constate que les effectifs, les densités, l'abondance de ces lépidoptères est en train de diminuer? Et voilà, c'est plus vraiment site de Homing-In ou pas, site forestier. En tout cas, il faut bien choisir des points d'échantillonnage et le protocole est à consolider. On était parti en 2019 avec des entomologistes sur un protocole avec des échantillonnages avec des pièges attractifs.
Et en 2020, avec d'autres entomologistes, ma remplaçante a vu à mettre en place d'autres protocoles. Donc ça, c'est à étudier avec l'appui d'autres chiroptérologues et entomologistes nationaux, avoir des retours sur les idées de protocole. Oui, merci Marie. Je t'invite à recouper ton micro et puis si les intervenants veulent reprendre leur présentation, c'est à vous. Eh bien, si je vais avancer. Je passe la parole à Thomas. Bon, du coup, je vais évoquer avec vous la suite de ces groupes de travail qui ont été menés sur la partie protection des gîtes et entre les gîtes notamment. Donc, bon, là, on a un bref récapitulatif des sujets abordés, mais si tu veux bien, c'est bon. On va passer aux diapos suivantes. J'ai fait le choix de faire très peu de diapos, donc voilà, c'est assez chouette. On aura le temps d'échanger un peu, donc il ne faudra pas hésiter à poser des questions. Donc, j'ai essayé de mettre un peu les mains dans le cambouis des données qu'on a reçues. Alors, c'est pas un jeu de données qui est forcément très complet, mais il y avait déjà pas mal d'infos, notamment sur la partie Natura 2000 qui est présentée ici. Donc, c'est assez intéressant de voir en fait que la répartition des sites de minioptères en fonction du réseau Natura 2000. Donc, globalement, on a à peu près 2/3 des sites qui sont concernés par le réseau Natura 2000. Sur le graphique d'en bas, en fait, c'est peut-être un peu petit, mais on a en fait pour chaque ligne des niveaux de hiérarchisation pour les sites, selon la méthode 2013 du PNA. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que en bas, donc l'avant-dernière ligne, ce sont les sites d'intérêt internationaux, donc la majeure partie est concernée par les sites Natura 2000. C'est moins le cas pour les sites d'intérêt inférieur. Donc voilà, on observe déjà les premières disparités. Alors moi, je me demandais personnellement si, vu qu'il y a des sites Natura 2000, on fait plus de suivi et du coup, ça doit augmenter mécaniquement la note d'enjeu des sites et du coup favoriser les sites internationaux sur les sites Natura. Mais bon, il n'y a probablement pas que ça. Pour le graphique à droite, c'est en fonction des régions. Donc là, on voit qu'il n'y a pas... pour les régions où il y a la majeure partie des sites, donc ça va être Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Py. On va avoir essentiellement la majeure partie des sites en Natura 2000, mais il y a quand même une grosse partie des sites qui sont manquants quoi, dans ce réseau-là. Voilà, ça c'est juste pour la parenthèse Natura 2000. Si on peut passer à la suite, s'il te plaît. Donc un peu plus intéressant, je trouve. Donc ça c'est les niveaux de protection en fait qui sont mis sur les sites. Donc il y a des types de protection réglementaire, type réserve naturelle, APB, arrêté municipal, ENS. Il y a la maîtrise foncière et la protection physique. Donc là, c'est pareil, on n'a peut-être pas toutes les données, mais en tout cas, on a quand même pas mal d'infos déjà sur l'ensemble des sites. Je pense qu'on doit avoir des infos sur, je sais pas, il y a un peu plus de 200, presque 300 gîtes, je crois, pour info. Donc, il y a quand même pas mal d'informations ici. Et donc, le graphique d'en haut à gauche, c'est les simples types de protection avec est-ce que c'est considéré comme suffisant ou pas. Donc, cette notion de suffisance, c'est un peu subjectif, hein, c'est un peu à l'appréciation des gestionnaires, mais bon, ça donne quand même une bonne idée. Ce qu'on voit, c'est que globalement, les sites où la protection est considérée suffisante, c'est plutôt efficace sur les réserves naturelles. Sur d'autres sites, en fait, on s'aperçoit que c'est soit à part égale, soit très insuffisant, comme pour les protections réglementaires. Donc ça, c'est vraiment à titre. Est-ce qu'un site a ce type de protection-là? Le graphique du dessous, c'est quand il peut les combiner, en fait. C'est-à-dire qu'on a des sites où il n'y a que la protection physique, que réglementaire, ou les deux. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que globalement, il n'y a pas de recette miracle, si ce n'est que quand on combine les deux types de protection, ça tombe un peu sous la logique, c'est que on a plutôt des protections jugées suffisantes. Thomas, juste une question. Oui. T'es en nombre de sites là ou t'es en pourcentage?
Nombre de sites. Oui, donc c'est pour ça que, enfin, globalement, il n'est pas complet ce graphique et il est lié au taux de réponse actuel, mais il donne quand même une première représentation. Oui, c'est-à-dire que ce qu'on a dans les retours, c'est qu'on a à la fois de l'absence de données quand on ne sait pas, et on a aussi de l'absence de données quand on n'a pas pu nous faire le retour. Donc ça, il faut le prendre en considération, évidemment. Je passe à la suivante. Ouais, c'est juste un petit mot sur les niveaux de protection, les niveaux de responsabilité selon la hiérarchisation, donc c'est à droite. Donc là, c'est pareil, on voit que les sites d'intérêt internationaux, notamment, les protections sont jugées insuffisantes dans la majorité des cas, et c'est globalement le même schéma pour les niveaux inférieurs. Donc il y a encore une marge de progrès à faire sur la protection des sites. Je veux bien que tu passes la suivante, s'il te plaît. Donc ça, c'est l'avant-dernière diapo. Donc dans ce groupe de travail, en fait, on a dressé un peu le bilan du Live Grand Sud. Donc on est peut-être allé un peu plus loin que la présentation qui a été faite par Cathy et Mélanie tout à l'heure. Mais en tout cas, donc voilà, ce sont ces constats où on a un côté très bénéfique en fait à fédérer les différentes régions pour avoir des moyens conséquents, une force de frappe assez importante, mais aussi un constat plus mitigé où on voit que la protection physique en fait ne suffit pas et qu'il faut des moyens pour la surveillance des sites, faire perdurer les suivis et surtout faire appliquer les protections réglementaires. Donc après, on a pas mal discuté sur les besoins en fait identifiés par chaque région. Donc, en premier lieu, il y a cette disparité justement sur les moyens de protection. On a des régions comme par exemple la Nouvelle-Aquitaine qui est quasiment dépourvue de protection type APPB. On a des partenariats plus ou moins renforcés avec l'OFB selon les régions. Moi, à titre personnel, je travaille en Ariège avec l'OFB et ça c'est une vraie force qu'on a sur le département, mais ce constat-là ne se fait pas partout. Il y a beaucoup d'inquiétudes en fait qui sont sorties sur le changement climatique. Donc ça, il y a des récentes études là qui montrent en fait que la température augmente pas qu'en extérieur, c'est-à-dire aussi dans les cavités. Et donc ça peut aller de 0,5 à 3 degrés par décade. Donc ça peut aller vite et ça peut bouleverser beaucoup les conditions d'accueil, enfin justement en termes de préférendum, ce qu'on parlait tout à l'heure. Ça peut avoir des effets assez lourds. Il y a une préoccupation aussi qui est vachement à la mode sur la pollution lumineuse. Il y a beaucoup de préoccupations sur l'urbanisation. Donc là, c'est une photo que je vous montre en fait dans le maquis qui est sur la partie basse à gauche. On a un site d'intérêt international où on a de la reproduction de minioptères et de petits murins, donc deux espèces qui sont jugées sensibles au bruit, voilà, à la lumière. Donc là, en fait, sur cette photo-là, j'avais pas assez de place pour vous montrer les photos des années 50-60 qu'on trouve sur l'IGN. Mais en fait, il y avait aucune habitation 50 ans, 60 ans en arrière, quoi. Donc là, depuis, on a une ligne grande vitesse, une autoroute, on a des centres commerciaux, de la lumière à gogo. Donc voilà, le mitage est hyper important et hyper inquiétant. Et après, il y a la question de la qualité des habitats, alors que ça soit pour l'émancipation des jeunes autour des sites, que ce soit pour l'alimentation au cours de l'hiver, c'est une question aussi qui se pose. Et après, il y a surtout la nécessité de mener des actions de protection en réseau. Donc voilà, il peut y avoir des diminutions sur certains sites, mais quand on voit les capacités de déplacement, on se dit peut-être que ça va mal sur un site de reproduction et qu'on constate des diminutions sur un site d'hibernation. Donc là, il y a vraiment un intérêt justement à faire des actions justement à l'échelle des réseaux de gîtes. Alors, on va passer à la dernière diapo, s'il te plaît. Donc là, c'était plutôt vers quoi on veut aller, quel type d'actions sont menées et qu'est-ce qu'on souhaiterait faire. Donc, on l'a évoqué, voilà, PACA semble moteur sur la restauration de gîtes désertés. Donc, c'est parfois des gîtes très historiques.
donc, il peut y avoir aussi voilà, cette question de comment prioriser les sites à protéger. Est-ce que justement on s'attache à une sous-population? Est-ce que on fait ça à l'opportunité? Est-ce qu'on fait ça voilà, selon les moyens? Donc ça, c'est des questions qui sont très, très prégnantes. C'est pratico-pratique. Il y a la question du financier. Hein. Il y a pas mal d'associations, d'acteurs qui disent que les financements au niveau régionaux sont manquants. En fait, quand on parle de protection de site, c'est des montants assez lourds. Donc il faut aussi l'accord des propriétaires. C'est des choses qui se font sur du long terme, mais c'est pas forcément évident d'avoir des moyens suffisants pour mener ces actions à large échelle. Donc on s'est tous accordés sur le fait qu'il fallait un programme national qui cadre ce type de projet et du besoin aussi de se rapprocher des partenaires transfrontaliers. Donc Boris l'a évoqué tout à l'heure, on parle des Espagnols, des Portugais, des Italiens, des Suisses. Le constat que font les différents collègues qui sont justement aux frontières, c'est que c'est pas forcément bien structuré en fait dans les autres pays. Moi, je vois un peu avec les Espagnols, c'est plus facile de faire des partenariats avec des régions indépendantes que de faire ça à l'échelle du massif pyrénéen, par exemple. Et après, voilà, on a évoqué les leviers d'action. Donc, on a après la présentation, disons, des réserves Bourgogne-Franche-Comté, tout le monde s'est accordé sur le fait que c'était un outil qui semble très, très adapté, surtout quand on parle de réseau de gîtes. Donc, il y a des projets en cours d'émergence, mais c'est certainement pas assez quand on voit le manque au niveau des protections. Et après, en termes de levier financier, les outils qui ressortent, ce sont les outils Interreg et Life Nature, qui sont des grosses machines lourdes à porter. Il n'y a pas forcément de structures qui sont qui ont les reins assez solides pour porter ce genre de dossier-là. Mais voilà, donc, ça c'est ce qu'on a exploré en fin de journée. Je vais laisser la parole à Hélène si elle veut bien pour la suite ou si vous avez des questions. Alors, on a plusieurs questions, donc on est déjà à la moitié du temps pour information. On a Emmanuel Cosson qui a beaucoup de remarques, donc je lui propose d'ouvrir son micro, éventuellement sa caméra, et de nous en faire part en direct. C'était par rapport à Natura 2000, donc c'était la dia concernant Natura. Alors je retrouve même plus mon commentaire là. C'était oui, c'est que en fait, je me demandais si en action qu'on pourrait faire dès maintenant dans la perspective d'un projet commun à cofinancer par des crédits européens qui demanderont d'avoir des sites en Natura, s'il n'était pas possible de faire remonter en fait à l'UE, au muséum, une forme de déficit vis-à-vis du MINIO. Bon, je ne sais pas si c'est pertinent, je ne crois pas que ça avait été évoqué la dernière fois dans le 2 mars. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si ça avait été évoqué dans le groupe de travail protection. Alors, je pense que ça a été peut-être évoqué rapidement, mais c'est vrai qu'on n'a pas creusé la question. Moi, de ce que je me souviens, en fait, c'est que bon, moi, je le vis au niveau ariégeois, mais il me semble qu'il y a d'autres personnes qui l'ont évoqué. C'est que dès qu'on parle extension de site ou création de site, on se fait vite retoquer en nous disant c'est bon, la France a atteint les quotas en termes de surface. Bon, après, moi, je suis d'accord avec toi, ça serait intéressant, surtout que souvent les sites grottes, ce sont des petites pastilles, donc en termes de surface, ça ne change pas grand-chose. Bon, en tout cas, Natura 2000 en PACA est utile pour monter des contrats Natura 2000 ou accompagner des suivis, mais en termes de conservation, ce qu'on constate, c'est que les animateurs ne sont pas très en tension sur la protection de ces sites, quoi. Si on n'était pas là, il ne se ferait rien, en fait, je pense. Enfin, j'exagère un peu le trait, mais malgré tout, c'est stratégique. Peut-être si on veut monter des projets, bon, vous allez me dire, rien que la liste que tu présentes, il y a déjà quand même 171 sites en Natura, on devrait pouvoir travailler. Ça, en gros, juste pour compléter ça, Emmanuel, effectivement, pour l'espèce, le réseau a été considéré comme complet. Je rappelle quand même qu'il a été considéré comme complet à la fin des années 90. D'accord ? Ben oui. Donc, automatiquement, avec les découvertes qui ont eu lieu,
il pourrait effectivement être complété sous réserve d'un argumentaire qui démontrerait qu'il y a des déficiences majeures en l'état actuel des populations pour intégrer des sites majeurs en tant que tels. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a des sites d'intérêt national qui ne sont pas en Natura, c'est qu'ils ont été découverts post-années 90. Après, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que création, je pense que ça a compliqué. Extension, c'est beaucoup plus possible. Et là, il y a le levier éventuel de la commission pour faire remonter une déficience de prise en compte de sites. Mais ça veut dire qu'il faut une liste et un argumentaire associé. Tout à fait. Bon, en PACA, des extensions ont lieu, pas sur les chauves-souris, mais sur différents taxons comme des plantes, par exemple. Donc, c'est possible en tout cas. L'extension, voilà, c'est possible sur le trait de crayon ou sur le kilomètre ou sur, voilà, ou sur, si tu restes sur la même commune, c'est faisable. Création ex nihilo d'un nouveau site, c'est plus compliqué. Pour juste compléter sur cette question-là, je rappelle que depuis 2016, du coup, on a alerté la Commission européenne sur les sites Natura qui n'incluaient pas les cavités, ou en tout cas les sites de mise bas ou d'hibernation de certaines espèces de chauves-souris. Et la Commission européenne a bien transmis et, on va dire, fortement recommandé à la France d'améliorer la situation. C'est toujours en cours. Donc, c'est vrai que ça bouge, mais très lentement. Et sur la vingtaine de sites qui avaient été remontés par le réseau, il n'y en a que 8 qui ont été retenus par la Commission européenne. Donc, voilà. Hélène, il n'y en a que 8 qui ne considèrent pas encore fini. Les autres ont été terminés. Au dire des DREAL. Oui, après, ça dépend de ce que fait remonter le réseau. Mais par contre, juste pour compléter, c'était que globalement, la remarque du réseau, c'était que la désignation ne couvrait pas l'étendue même du réseau. Donc, en gros, c'était une extension de réseau qui était nécessaire pour couvrir, notamment pour des problématiques de création de carrière qui pourraient toucher un réseau qui est distant de… Je rappelle juste que les études d'incidence, quelquefois, les DREAL ou les DDT d'ailleurs, peuvent interpréter. Ce n'est pas dans le site Natura, donc il n'y a pas besoin d'études d'incidence. Et c'était ça, la remarque initiale était déjà avec ce sujet-là. Tout à fait. Mon point, c'était aussi pour souligner que même pour juste de l'extension, ça se fait, enfin, on compte en plusieurs années. C'était surtout ça que je voulais souligner. Oui, c'était ça que je voulais te demander, Emmanuel, parce que tu parlais de ça dans le cadre d'intégrer d'éventuels sites importants dans un projet. En fait, il y a les deux choses, c'est-à-dire que pour faire un projet, il faut que le site soit en Natura 2000, pour les lives notamment. C'est live, ouais. Voilà, et de mémoire, mais peut-être que Mélanie, je ne sais pas si Mélanie est parmi nous, ou des gens qui travaillent plus dessus sur ces lives actuellement, mais il me semble qu'autrefois, dans les lives, on pouvait faire une action d'inclusion d'un site hors Natura dans un site Natura, et que c'était une action du programme Life. Et il me semble que depuis les années 2015, c'est plus trop possible, quoi. C'est-à-dire qu'on peut plus faire… les choses changent, donc il faut proposer. Mais voilà, je pense que cet aspect Life et Natura, c'est assez crucial quand même, et qu'il n'est pas interdit que le réseau, via la SFEPM, fasse une nouvelle remontée, pourquoi pas, pour titiller l'Union européenne sur ce sujet, parce que chez nous, on a des manques. L'Adréal, elle est assez souple. Chez nous, elle dit tout ce qui est dans les 5 km autour du site Natura 2000, on essaye de vous aider. Les animateurs Natura 2000 peuvent accompagner des suivis, etc. En réalité, c'est un petit peu difficile, mais en même temps, on ne peut pas avoir de contrat Natura 2000 puisqu'ils sont hors site. Donc, de fait, c'est cuit. Et puis, on ne peut pas monter un live même s'ils sont dans les 5 km. Donc, ça, c'était un problème fondamental. Mais comme je le disais, ce qu'a fait remonter Thomas, bon, il y a déjà tellement de sites. Finalement, il y a sûrement de quoi monter des programmes sans trop de soucis, quoi. Ouais, je pense que Mélanie pourra y répondre, mais Mélanie, tu as l'air connectée, ton micro est ouvert, je te laisse te répondre, parce qu'il me semblait que c'était envisageable s'il y avait des sites majeurs extérieurs. Ah oui. En fait, les lives, le live nature est toujours très focalisé sur Natura 2000.
il y a une petite ouverture où, en fait, sous prétexte de connectivité, on peut rajouter des gîtes qui seraient à proximité immédiate ou voilà. Et c'est vrai que sur des espèces qui fonctionnent sur un réseau de gîtes, je pense que c'est des choses qui pourraient. Alors après, voilà, il faut que ça reste dans une proportion faible, mais on pourrait raccrocher quelques gîtes sous cet argument-là. D'accord, bon, c'est une bonne nouvelle. Après, revenons aux problématiques de sites Natura. Là, on cumule des sites qui ne sont pas en Natura. On mélange des sites où il y a 3 vignoptères, on va dire, et des sites où il y en a 2500 ou 5000 ou voire même 10 000. Donc, il y a effectivement, je pense, dans les possibles actions que pourrait faire le groupe Kiro, c'est aussi de dire sur les sites majeurs qui aujourd'hui ne le sont pas, ça nécessiterait qu'ils le soient. Et peut-être de profiter d'un éventuel projet pour dire ces sites-là, ils doivent être intégrés. Parce que effectivement, derrière, voilà, dans ce tableau-là, il n'y a pas de différenciation aujourd'hui entre 1 et 10 000. Ouais, mais maintenant que vous avez le tableau, enfin le tableau des données brutes de toutes les régions, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être fait finalement quand même aussi. Ce serait bien. Oui, J'avais un autre point. Juste pour te répondre, il y a le travail aussi qui est fait au niveau des hiérarchisations dans le cadre des plans régionaux d'action. Et je sais qu'en Occitanie, on a déjà la liste des sites en fonction des enjeux, s'ils sont en Natura ou pas. Donc, c'est du pré-mâché, quoi. Après, la petite difficulté des hiérarchisations, c'est qu'elle prend toutes les espèces. Et donc, un site qui est monospécifique minioptère, entre guillemets, à 10 000, il sera de toute façon moins noté qu'un site à 10 espèces. Voilà. Donc, attention, enfin, c'est toujours la même chose. Il y a l'indice de hiérarchisation, il a l'avantage d'être global. Et c'est intéressant parce qu'on traite tous les chiroptères. Là, si on veut faire vraiment un réseau mignot, faut pas non plus oublier un site qui avergerait 10 000 minioptères en transit, par exemple. Il faut faire un indice de hiérarchisation mignot alors. Autre point que j'avais en tête, ça doit être la diapo d'après ou peut-être celle juste après, c'était concernant, alors juste après, c'était concernant la synthèse que tu faisais, ouais, ça doit être là, sur les besoins identifiés. Ce que nous, on constate en PACA comme besoin identifié, ça avait déjà été apparemment abordé un peu avec Lionel quand il était lors de le 2 mars, là, dans l'atelier. C'est que oui, il faut avoir un travail conséquent sur la protection physique et juridique. Mais là, aujourd'hui, nous, on a des séries de sites qui sont bien protégés juridiquement, physiquement, et on a des énormes problèmes de gestion, en fait. On a des sites qui sont démolis, là, depuis 5 ans. On a même des sites sur lesquels on investit de l'argent public et en fait, voilà, 6 mois plus tard, tout ce qu'on a fait a été détruit. Et aujourd'hui, on a un gros déficit de gestion et de surveillance. Donc, on est en train de prendre le taureau par les cornes. On ne pensait pas devoir le faire. Alors, l'OFB, ils ne peuvent pas faire tout, quoi. C'est pas possible. Ils ne sont pas assez nombreux. Ils ont trop de charges, rien qu'avec la chasse déjà. Juste pour simplifier, pour résumer que vraiment dans les besoins, c'est gestion-surveillance aussi, et qu'un des biais, enfin pas un des biais, un des moyens, ce serait les réserves naturelles régionales, par exemple, qui pourraient être mobilisées, comme c'est le cas dans 2 régions actuellement, Rhône-Alpes et Franche-Comté. Tout à fait. Fanny, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, donc merci Emmanuel. Est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Il y avait Maxime Jouve qui voulait intervenir. Alors, c'était peut-être sur le sujet Natura 2000, mais Maxime, si tu veux prendre la parole. Oui, merci. Ouais, c'est bon. C'est bon, ouais. Merci. Alors, en fait, c'est plus global au mignon, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec le constat de Thomas. Les choses changent et changent hyper vite. Alors, je sais pas, après, nous, on a peut-être du bol en Bourgogne-Franche-Comté, mais la vision de l'Adréal sur les chauves-souris, en tous les cas, est en train de vraiment changer fortement. On n'a pas trop de problèmes pour passer des contranats. Pendant 5 ans, on n'a pas pu faire de contranat. Maintenant, depuis 3 ans, depuis le 2018, on en fait quasiment 2-3 par an pour fermer des sites. Alors, pas forcément avec des enjeux mignons. On va en fermer un là avec un enjeu mignon, mais comme tu disais, ça nous, c'est
c'est très marginal, hein, c'est quelques individus, voilà. Et puis on a des projets enfin, l'ancienne région Franche-Comté et puis la Bourgogne, on a tous les deux des projets de RNN. Effectivement, si pendant 20 ans, l'État nous a dit non, on ne crée plus de RNN ou plus la région, plus de RNR, on a quand même un ministre, un cher président qui a dit le 10 juin là, au One Planet Summit là qu'il fallait 10% de protection forte du territoire. On est à 1,4 en France, donc je pense que là on a vraiment une carte à jouer. Ça a été annoncé, c'est écrit dans la Snap, donc là faut y aller pleine balle, quoi. En tous les cas, nous on a une DREAL là qui nous entend, et autant pour des sujets qu'on a évoqués ce matin, les APHN et la création de réserves, ils nous disent plus non, ils nous disent allez-y, proposez-nous des projets. Donc c'est ce qu'on fait, et c'est pour l'instant ça semble bien parti. Voilà. Moi j'extrapole, hein, c'est pas directement lié au Mignot, mais je pense qu'il y a des choses à faire, et sur Natura, il faut y aller, hein. Il y a de l'argent, nous ils savent pas quoi en faire, ils le refilent à chaque année, il y a des enveloppes qui repartent à l'Union européenne, donc c'est chiant, c'est super chiant à faire des contrats nat, mais il faut y aller, quoi. Ouais, je voulais compléter dans le même sens, en fait. Quand on a proposé l'idée d'une RNR à la région il y a 1 an et demi, et qu'on est en train de concrétiser, là, on va probablement déposer la première cette année, enfin les 2 premiers sites, l'État nous a tout de suite contactés en nous demandant mais pourquoi on ne fait pas une réserve naturelle nationale? Donc on a été un peu pris au dépourvu, sachant qu'en 2004, on leur avait proposé une réserve naturelle nationale éclatée et qu'ils avaient mis ça dans un placard. Donc effectivement, il semble qu'il se passe quelque chose en ce moment. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ont 100 000 € à nous donner pour créer les réserves, hein. Mais en tout cas, il se passe probablement quelque chose. Oui, alors je vais essayer juste de répondre. Je pense qu'il faut différencier, justement, pas généraliser sur tout le territoire. Je pense que c'est vachement différent en fonction des DREAL et des DDT. Et surtout pas mettre dans le même panier ce qui est Natura de ce qui est création de réserves. Parce qu'effectivement, je pense que les réserves naturelles, il y a une bonne marge de progression. Justement, la RNF vient de négocier avec l'État aussi des budgets pour de la création de nouvelles réserves. Donc ça, je suis entièrement d'accord, il faut foncer. Pour Natura 2000, j'ai l'impression qu'en fonction des régions, il y en a qui tirent la langue par rapport à d'autres. Je vois qu'en Occitanie, il y a des sites qui sont énormes, avec énormément d'enjeux, que ce soit sur les rapaces, etc. Donc, je pense qu'ils ont peut-être un peu du mal aussi à gérer au niveau financier pour les suivis et pour les contrats Natura 2000. Et après, moi, je suis convaincu qu'il y a aussi quelque chose au niveau des DDT. Il y a des DDT qui sont vachement plus motivés que d'autres, et ça joue pas mal aussi sur tout ce qui est animation de site et contrat Natura 2000. Une dernière remarque de Stéphane Vincent qui souligne que la stratégie des aires protégées est relancée par le ministère et qu'il faut en profiter. Et voilà, c'est tout pour du côté des questions, donc je vous laisse poursuivre. Eh ben, moi, je passe donc la parole à Hélène ou Mélanie, Cathy, pour la fin. Quelle suite à tout cela? Oui, alors je ne sais pas si Mélanie et Cathy sont là, mais je peux commencer, il n'y a pas de souci. Du coup, suite à cette réunion, donc comme disait Thomas, on s'est tous mis d'accord que là, pour vraiment avancer, il fallait un projet d'envergure nationale en essayant d'aller chercher des fonds européens, ou en tout cas à plus grande échelle. Du coup, on a discuté les 2 grands types de programmes qui sont sortis. C'était le projet Interreg ou type Life Nature. Chacun ont des avantages et des inconvénients. Les projets Interreg, le problème, c'est que concernant le Mignoptère, vu qu'il concerne plusieurs pays transfrontaliers, il faudrait monter plusieurs Interreg parce que on ne peut solliciter qu'une frontière par projet Interreg. Concernant les projets Life Nature, donc on a cette problématique qu'il faut intégrer uniquement
des sites Natura 2000, plus d'autres sites en réseau à la marge, comme l'a expliqué tout à l'heure Mélanie. Et il faut aussi des objectifs concrets, enfin des résultats à atteindre assez concrets, donc fermeture de gîtes, acquisition de sites, etc. Donc voilà, c'est des éléments à avoir en tête. Il n'empêche que, a priori, ce serait plutôt le live sur lequel on s'est à peu près tous mis d'accord. Sachant que l'objectif à long terme, ça pourrait être de mettre en place un réseau de sites via l'outil réserve, mais là on parle de beaucoup plus, à échéance 5 voire 10 ans. Donc ça n'empêche qu'en attendant, on peut essayer de mettre en place un live. Donc pour un projet d'envergure nationale, il faut, voilà, la question se pose de quelle structure peut porter ce type de projet. Donc j'ai pas encore l'avis officiel du CA. Ça sera en discussion, mais pour l'instant, en tout cas, la SFEPM a la possibilité de se porter porteuse de projet de ce live. Donc en montant une concept note, en portant le projet, et s'il est retenu, bien sûr. Donc voilà, sachant que les concept notes sont déposées en juin de chaque année. Donc pour 2021, ça risque d'être compliqué parce qu'il faut quand même trouver les partenaires, trouver les cofinanceurs. Donc ce serait plutôt à échéance juin 2022, mais ça n'empêche qu'on commencerait quand même le travail dès cette année. Donc voilà pour les nouvelles. Pour l'instant, à voir aussi en fonction des retours du réseau. Mais sachez que la SFPM peut se porter porteuse du projet. Je peux aussi laisser la parole à Mélanie et Cathy si elles sont là pour compléter les choses s'il y a besoin. On est bien là, mais non, je crois que tu as fait le tour effectivement des pistes que l'on avait évoquées à la réunion et voilà, d'où on a laissé la réflexion lors de cette réunion. On n'a pas de complément particulier. Après, il reste de toute façon, je vais mettre ma caméra, mais bon, je ne sais pas si le réseau va passer. Après, il reste de toute façon la problématique du choix des sites, parce que vous avez vu que donc aujourd'hui, on a 271 ou 12 sites proposés, enfin identifiés dans le cadre de la synthèse, qu'il y en a 171 dans le réseau Natura 2000. Et je pense que Mélanie pourrait nous faire un retour. Je pense qu'on ne peut pas proposer un live avec 171 sites. On veut toujours, hein, mais ça va être compliqué, ouais, quand même. On est d'accord. Donc voilà, donc il y a, comme l'a dit Hélène tout à l'heure, il y a un vrai travail maintenant d'identification d'un réseau, de sélection des sites, de ceux qui serait nécessaire avec les différents objectifs. Donc, effectivement, je pense que raisonnablement, juin 2021, je pense que voilà, c'est pas possible. Mais par contre, même pour atteindre l'objectif de juin 2022, il reste du travail avec les gens moteurs pour pouvoir constituer un réseau qui tiendrait la route et qui pourrait permettre la rédaction d'une concept note. Oui, c'est ce qu'on s'était dit effectivement un peu en conclusion du volet protection, c'était que effectivement chaque région, ça serait bien de faire le point pour un recentrage des gîtes effectivement prioritaires et arriver à dimensionner déjà un pré-projet. Et puis, comme on avait dit aussi, voilà, maintenir un lien aussi pour pas que l'émulation qu'il y a eu à cette réunion retombe, parce que mine de rien, effectivement, si c'est un dépôt 2022, ça arrive quand même très vite. Et comme l'a dit Hélène, alors c'est vrai que la concept note, c'est un pré-projet, donc ça paraît plus simple, mais il faut qu'on ait les contours voilà, parfaitement dessinés et comme disait Manu l'autre fois, voilà, s'il y a de l'acquisition de sites, qu'on ait pas
dans l'idéal presque l'accord du propriétaire, etc. Donc ça demande quand même un travail assez poussé, même si on repousse d'un an l'échéance. En sachant qu'en plus, il faudra se fixer les objectifs qu'on veut avoir dedans entre effectivement la protection, l'acquisition de connaissances appliquées à la protection, avec les synthèses qui ont été présentées là par Boris et Thomas, et que globalement, outre le nombre de sites, il y aura aussi réfléchir au budget derrière et voir avec les éventuels porteurs que sont la SFEPM notamment, si techniquement, financièrement, tout ça est supportable. En tout cas, sur ce point, on s'est muni, on est en train de se munir d'outils qui nous le permettront. Et d'autant plus d'ici 2022. Ce que je voulais ajouter là par rapport aux questions de planning, etc. Donc, je pense qu'il y a toutes les régions qui nous écoutent là, qui sont concernées. Du coup, vous avez tous reçu le tableur encore complété et on vous remercie déjà d'avoir bien participé à tout ça. Mais il reste encore un peu de boulot, effectivement. Et sur le tableur donc, qui reste à compléter, je pense que ça sera bien pour garder cette dynamique-là. Déjà que chaque région réfléchisse bien à quel site il souhaiterait en fait intégrer dans ce projet-là, tout en restant effectivement en sachant très bien qu'on ne pourra pas intégrer tous les sites et que à la visée, ce qu'on avait dit avec Seb, on avait discuté en off, que je pense qu'à l'automne prochain, il faudra que on se fasse une rencontre tous ensemble, peut-être pour discuter de s'arrêter sur une liste de sites et se mettre d'accord un petit peu sur les objectifs du projet avec ces deux grands axes et qu'est-ce qu'on y rentre dedans, et que donc une sorte de rencontre Mignot, ça serait bien si on pouvait le faire en présentiel, ça serait quand même super. Ça, on verra d'ici là. Mais voilà, un peu comme on avait prévu de se voir là le 2 mars, voilà, je pense qu'à l'automne, il faudra que l'on se mette tous d'accord là-dessus pour qu'ensuite on ait le boulot, voilà, que cet hiver, on puisse avancer là-dessus et pour être prêt pour rédiger cette note pour juin, quoi, 2022. Tout à fait. En tout cas, on est à peu près, en tout cas, tous les participants qui avaient à la réunion étaient tous d'accord pour garder cette émulation. On a tous les éléments pour monter un projet d'envergure. A priori, tous les éléments sont alignés, donc il n'y a plus qu'à. Mais ça va demander encore un petit effort du réseau de manière bénévole jusqu'à temps qu'on puisse avoir la réponse du live pour savoir si c'est retenu ou pas. Ouais, il y a un élément bénévole et puis après il y a un élément quand même de construction de la concept note parce que de mémoire c'est quand même un peu de travail et donc effectivement il y aura quand même à un moment ou un autre un vrai sujet de temps salarié. On ne pourra pas le faire sur du temps bénévole. En tout cas, je crois que c'est pas raisonnable vu l'ampleur du projet qui pourrait être déposé. Donc, je pense que après l'échéance de l'automne, ou une fois qu'on aura un peu les idées claires et sur les objectifs et sur un nombre de sites, je pense que derrière, il faudra assez rapidement avoir un plan de bataille pour savoir qui fait quoi. Pour info, je pense que 6 mois de temps salarié, c'est difficile de faire moins entre le montage de la concept note et du dossier de candidature complet. Merci Mélanie, je pense qu'effectivement. C'est ce qu'on avait à l'esprit aussi, oui. Stéphane Vincent qui dit qu'il ne faut pas attendre cet automne pour poursuivre. La dynamique est lancée, il ne faut pas s'arrêter. Oui, on est d'accord avec toi Stéphane. Après, il y a les réalités. Il y a la réalité qu'on connaît tous qui fait que d'ici à l'automne, je pense que vous allez avoir du mal à ce qu'on vous mobilise. Je peux intervenir, Emmanuel Cosson. Je ne sais pas si on m'entend là. Oui, on t'entend, Manuel. Déjà, j'avais une première question, c'était quel est le délai de réponse de la SFEPM sur cette possibilité, parce que si c'est tout de suite maintenant, on peut travailler à monter quelque chose d'organisé. Si c'est à la fin de l'année, peut-être ça va être un peu juste. Donc, je ne sais pas si Hélène, tu as quelque chose. Au prochain CA, donc d'ici avril ou mai. D'accord.
Super. Donc, c'est pas trop tard non plus, donc ça va. C'est pour ça que c'est assez en conformité hein, avec ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'en gros, en septembre, on saura où on va. Super. Et deuxième point, est-ce qu'on peut pas, enfin nous on y serait prêt, hein, est-ce qu'on peut pas mettre au pot commun pour payer quelqu'un? Je veux dire, à partir du moment où il y aurait accord de la SFEPM de porter le projet? Ouais, c'est ça. Là, on est en train de faire nos comptes, donc il y a peut-être des associations qui ont beaucoup d'excédents et qui pourraient mettre au pot commun pour payer quelqu'un qui est passionné par le mignon et puis gratter une concept note. Et les 6 mois, comme l'a dit, enfin c'est vraiment ça, hein, il faut 6 mois. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le live qu'on avait monté, il fallait 6 mois. Et ça pourrait être une idée d'embaucher pour cet été quelqu'un qu'on paierait sur la base d'un versement à la SFEPM de toutes les associations qui souhaitent le faire. Sauf que, enfin moi, la seule alerte que je pose, c'est que ça veut dire qu'avant, il faut qu'on s'est fixé les objectifs, la sélection des sites et qu'on soit tous d'accord. Parce que sinon, c'est pas la peine que la personne commence à bosser sur un truc qui est trop, enfin personnellement, hein, c'est mon avis, trop nébuleux. Ouais, mais c'est peut-être. Ouais. Ouais, non, je voulais te dire, Manu, il y avait plusieurs personnes quand on a fait ces rencontres-là, je pense à Carole Simon, si j'écorche pas son nom, qui disait que dans le cadre des plans de gestion des réserves, elle avait du temps justement pour dédier au montage de projets sur ces espèces-là. Donc en fait, il y a probablement déjà des personnes dans le réseau qui ont du temps mobilisable là-dessus. Alors c'est vrai que un peu de temps par-ci par-là, c'est peut-être pas l'idéal, mais en tout cas, ça fait une base de départ. Et je voulais rajouter un truc, mais je me rappelle plus. Je pense que ces personnes-là, Thomas, elles auront du temps mobilisable pour justement synthétiser les besoins en région. Après, effectivement, la question d'un salarié se posera. Je pense que ça sera beaucoup plus simple, en tout cas s'il y a une personne qui est référente pour le montage du dossier. Après, moi comme Seb, je pense que c'est un peu tôt là pour envisager quelqu'un dès cet été, et je pense que moi, il me semble effectivement que l'échéance de cet automne, alors automne, ça peut être aussi assez rapidement en septembre, hein, et je pense que septembre, je veux dire, on est déjà en avril là, donc on va tous faire du terrain, il y a des grandes vacances qui vont arriver, à mon avis. Si en septembre, on se donne rendez-vous sur 2 jours pour fixer les objectifs qu'on souhaite mettre dans un live et sélectionner les sites, et ensuite, voilà, on aura tous les éléments pour peut-être prendre quelqu'un sur le temps du montage, quoi. Et j'avais une proposition à faire juste pour garder la main. J'étais dans la conception du live et je pense que Mélanie pourrait répondre à ça. La sélection des sites, c'est pas si facile que ça. Hein. Oui. Oui, non, c'est sûr. Donc en gros, on peut pas le faire sur un coin de table, entre guillemets, surtout là, avec un nombre de sites qui est vraiment très important, avec des objectifs qui sont intéressants, comme la restauration de sites complètement désertés, la conservation, l'intégration de nouveaux sites, la protection de nouveaux sites, l'amélioration de connaissances. Enfin, déjà, après, une fois qu'on met les chiffres au bout, une fois qu'on met les sites au bout, les animateurs, qui sont les animateurs de ces sites, tout ça, ça prend du temps. Hein. Ouais, de toute façon, il faut rester opportuniste. On sait très bien que sur plein de sites qui sont archi majeurs, qu'il faudrait absolument préserver, aujourd'hui, on est bloqué par plein de choses, le propriétaire, l'animateur, que sais-je, une commune. Donc finalement, ça va se décanter assez vite, quoi. Nous, on regarde bien, on voit bien quand on a nos sites, on n'en a pas tant que ça, on n'en a pas autant qu'en Occitanie. Ben, on voit bien qu'on n'a pas le choix, en fait, sur ceux sur lesquels on souhaite travailler dans les 2 ans. Donc je pense que ça devrait se décanter assez facilement. Ah bah moi, je dis banco, hein. Si vous êtes tous capables de répondre au tableur Excel en 15 jours et ensuite à sélectionner une proposition de vos sites, vous savez comment je peux être. Il n'y a pas de souci. Dans 1 mois, on a la sélection des sites. Eh ben banco, on fait ça. Ouais, Mais pour l'exemple de l'Occitanie, justement, c'était un vrai travail. Là, c'était très intéressant cette réunion de mettre cette échéance là, du 1er mars déjà, qui a été de début mars, qui a été pas facile à tenir. Et là, cette nouvelle échéance pour le tableau, nous, il nous reste beaucoup de boulot.
C'est vrai que sur les 8 départements de Midi-Pyrénées, voilà, tous les départements n'ont pas le même niveau d'information encore. Enfin, il y a plein de choses à récupérer et l'automne, c'est pas trop. Hein. Effectivement, enfin, là, s'il y avait un salarié sur le sujet, je ne saurais même pas quoi lui dire de faire. Là, c'est à nous de faire le travail en interne avec les référents locaux, les responsables départementaux. Il faut connaître les sites, il faut être sur place, c'est en région. Enfin, en tout cas, pour nous, là, pour cette région-là, enfin, je parle surtout pour Midi-Pyrénées, il y a du travail. Ouais. Oui, je crois qu'il y a des vraies différences entre régions. Il y a des régions où, comme chez vous, PACA, vous avez très certainement une bonne vision des choses, ou l'Alsace, où c'est pas trop compliqué parce qu'il n'y a qu'un seul site. Et puis, il y a des régions où il y a tout à faire, ou presque. À vraiment se dire, quelle priorité on va donner à tel site par rapport à tel autre? Est-ce qu'on intègre un site qui n'est pas en Natura? J'ai juste peur que l'échéance d'un mois, elle ne soit pas tenable. Après, on peut faire en deux temps, c'est-à-dire que ceux qui sont super motivés peuvent faire ça. Et après, ce que je voulais proposer, c'était justement travailler à mettre en forme un peu ce qui a été présenté par les différentes régions lors de cette journée-là, faire un petit recueil, pas forcément d'expérience, mais d'études, voilà, d'essais, de suivi suivant les régions, pour justement garder un document qui suive en tout cas ces échanges qu'on a eus là, vu que c'était super intéressant, super varié. Donc ceux qui ont peur de s'ennuyer et que la mayonnaise retombe, on peut aussi travailler là-dessus. Là où je rejoins Thomas, c'est qu'effectivement, si ceux qui sont prêts, entre guillemets, à avancer sur le sujet et effectivement à déjà sélectionner les sites, à fournir des éléments pour pouvoir avancer avec la CCN sur le sujet, globalement, envoyer, parce que de toute façon, ça sera que de la préparation de la future réunion de septembre. Oui, tout à fait. De toute façon, à voir. De toute façon, on ne pourra pas mettre dans un live des sites qui ne sont pas préparés. Donc, on connaît à peu près déjà les sites sur lesquels, dans l'année et demie qui vient ou l'année, on peut les intégrer dans un programme live. Si on veut faire des poses de grille ou je ne sais quoi dans un live, il faut bien les autorisations, les mandats, et ça prend du temps. Et même pour monter le live et le déposer, il me semble qu'il faut toujours ces autorisations de propriétaire. Donc, après, de mémoire, cette note, elle est juin pour un dépôt au printemps 2022. En janvier, ouais, en général. Janvier, février. D'ailleurs, j'ai deux questions, Mélanie. Qu'est-ce qui est envisageable, en termes de sites, combien de sites on peut imaginer dans un programme live comme ça? Et toi, personnellement, pour un salarié qui s'occuperait donc de monter la concept note et le dossier derrière, de quand à quand, pour toi, ça serait légitime d'embaucher quelqu'un? Alors, sur le nombre de sites, il n'y a pas de limite officielle, en fait. Forcément, plus un projet est ambitieux, plus il apparaît avec une certaine fragilité aux yeux de la Commission européenne. Mais il n'y a pas de chiffre, en tout cas. Là, sur le Live Kiro Grand Sud, qui était un tout petit projet, au final, maintenant, par rapport à ce qui existe, on était sur 13 sites Natura 2000, une vingtaine de gîtes en tout. Voilà, aujourd'hui, c'est un petit projet. Et après, donc, ça va dépendre de nos ambitions, ça va dépendre des montants aussi, parce que j'imagine que c'est aussi peut-être, Hélène, le genre de réponse qui serait bien d'avoir au CA, c'est sur quel volume financier aussi la SFEPM peut s'engager, parce que c'est pas la même chose de déposer un projet à 2 millions qu'un projet à 9 millions, par exemple. Voilà, sachant que les Live Nature maintenant peuvent aller jusqu'à 60% de cofinancement, donc un peu plus qu'à l'époque. Et après, pour le montage, pour le salarié, la difficulté, c'est qu'effectivement, il y a le travail sur la concept note qui va être l'animation un peu des groupes, la rédaction avec un dépôt pour juin. Et après, le gros du boulot, c'est comme disait Seb, c'est pour le dépôt final pour février. Donc, quelque part, c'est un peu, ça peut pas être un CDD de 6 mois où, tu vois, ça colle pas bien à ce niveau-là, quoi.
Ouais, c'est presque quelqu'un toute l'année 2022, quoi, en fait. Ben, je vais renouveler. Ouais. Disons que c'est pas forcément. L'idéal, c'est de pas avoir un poste ciblé que sur ça. Sinon, oui. il y a d'autres choses voilà, aussi en Après, ça va être compliqué de dégager du temps salarié, en tout cas en l'état des choses, dédié au live, parce que les postes sont déjà, leur plan de charge sont full, mais bon, ça se réfléchit en tout cas. Parce qu'après, il y a un gros creux en fait entre le moment du dépôt en juin et on a la réponse qu'en octobre de la commission, si le projet est retenu ou pas. C'est forcément une période de creux. On a beau dire on va avancer le projet quand même, etc. Forcément, tant qu'on n'a pas la réponse, voilà. Il y a une baisse d'activité. Et après, en octobre, quand on a la réponse, voilà, octobre, novembre, décembre, janvier, février, là, c'est au taquet à 100% dessus. Ok. Ouais. Moi déjà, en tout cas, je vous ferai un retour dès que le conseil d'administration aura voté sur si oui ou non on y va, sachant que c'est quand même en tout cas bien parti, et si oui, sur quel type de montant on pourrait porter le projet. Enfin, on serait prêt à s'engager. Alors, il y a une question de Marie qui nous arrive, donc je la récupère. Ça serait pas mal de réfléchir à des critères assez communs de sélection de sites. Alors, effectivement, oui. D'un autre côté, on a bien vu que dans la présentation de chaque région a un peu ses problématiques qui leur sont proches du fait de l'histoire, entre guillemets, des régions qui ont déjà eu beaucoup de protection foncière, physique, réglementaire. C'est peut-être pas leur, on va dire, leur credo actuellement. Et à côté de ça, ceux qui n'en ont quasiment pas eu ou qui voudraient, comme l'APACA, restaurer des sites qui ont été complètement abandonnés. Donc, ça va être, c'est là où ça va pas être forcément facile. Après, oui, on pourrait en discuter. Hein. Voilà. Le tout étant de savoir ce que souhaite chacun. Et comme on l'a dit au départ, hein, c'est une co-construction globale. Si on veut que ça marche, il faut que ça soit co-construite. Là, quand on a monté le Live Chiroptère Grand Sud, c'était X régions. Là, on en rajoute quelques-unes. On a Stéphane Vincent qui a demandé la parole. Stéphane, normalement, c'est bon pour toi. Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, je vous écoute là et je réfléchis aussi de mon côté. Donc, je comprends que la SFEPM soit questionnée en premier lieu. On a évoqué des questions d'ingénierie nécessaire, de ressources salariées, des structures, de robustesse des structures pour un montage de live. Je ne sais pas si la SFEPM est la mieux placée, ça c'est pas à moi d'en parler, mais enfin d'en décider en tout cas. Mais sans mettre les pieds dans le plat, j'ai entendu parler du Seine Midi-Pyrénées, enfin du Seine Occitanie, donc on est là pour se parler. Donc est-ce qu'on peut évoquer cette question-là, puisque j'ai cru comprendre que cette Occitanie était dans les candidats possibles. Donc faut pas se faire des secrets là, c'est pas le moment. Non. Mélanie peut en parler. Hein. Après, effectivement, quand on a commencé à discuter, nous, côté Occitanie, d'un projet avant d'ouvrir au niveau national, on avait déjà commencé à tâter un peu le terrain au niveau du Seine, effectivement. On lui a demandé si on ouvrait le projet plus largement, est-ce que c'est quelque chose qu'il pouvait quand même accepter de porter. On a eu un oui de principe, mais après, clairement, comment dire, c'est un oui un peu par défaut, c'est-à-dire qu'il n'a pas de volonté particulière à forcément prendre la main sur ce projet-là. C'était plutôt voilà, se positionner en seconde main si il y avait un défaut de porteur, il pourrait potentiellement voilà, assurer ce rôle-là, mais il n'y a aucune velléité de ce côté-là.
Et il me semble aussi qu'il y avait une question de délai, puisque le SEN est aussi engagé déjà dans des programmes européens, et que si jamais vous étiez porteur, ce ne serait pas avant un dépôt en 2023, donc pour un projet 2024. On en a rediscuté et peut-être que ça pourrait passer 2022. Voilà, mais encore une fois, il n'y a pas de volonté au sein d'Occitanie de porter le projet. Ça serait plus, voilà, par défaut s'il n'y avait pas d'autres porteurs possibles, parce qu'on se rend bien compte que sur des projets comme ça, c'est pas facile de trouver des porteurs, quoi. Bah, de toute évidence, c'est pas facile de trouver des porteurs. Bon, il y a la question de la structure, de sa robustesse, on en parlait, mais il y a aussi la question de l'expérience. Je ne sais pas aujourd'hui à la SFEPM s'il y a des gens expérimentés sur cette question-là, mais au sein d'Occitanie, vous êtes rodés sur les lives, donc c'est vrai que ça apporte une certaine facilité. Après, l'expérience, on peut la partager aussi, hein. Il n'y a pas de monopole là-dessus, sur la mise à disposition d'outils, sur voilà, et puis de temps dédié au partage du suivi du dossier ou des choses comme ça. Voilà. En tout cas, si le SEN Occitanie n'est pas porteur, il n'y a pas de souci pour apporter un coup de main et des conseils sur le montage. Voilà, avoir un suivi quand même de ce côté-là. Je pense que ça, il n'y aura pas de souci. Et après, pour être très clair, il n'y a pas eu de tabou sur le porteur de projet, hein. C'est-à-dire que globalement, effectivement, comme c'est la CCN, enfin c'est via la CCN que la synthèse a été faite et c'est via la CCN que cette réunion a été lieu et que tout naturellement, effectivement, on se porte vers la SFEPM, a été évoqué la SEN Occitanie parce qu'il y a une grosse responsabilité. Mais voilà, il y a un oiseau avec des couleurs bariolées qui pourrait aussi être sollicité. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est d'accord pour porter un projet sur cette espèce-là compte tenu des enjeux de conservation. Donc après, effectivement, viendra le problème du porteur, du financement, de qu'est-ce qu'on met dedans. J'aurais tendance à dire après, le reste, c'est pas grave. Moi, je me pose la question, Emmanuel Cosson, je me pose la question toujours sur la SFEPM. Moi, je me souviens sur le live Camargue, pour 2,5 millions d'euros, on avait 10 salariés et on nous a bien fait comprendre qu'on ne pouvait pas porter un live comme ça. L'Union européenne ne l'avait pas souhaité, quoi. Donc, est-ce que la SFEPM, d'un point de vue de sa taille, je ne sais pas si ça a changé tout ça aussi depuis, hein, c'était en 2010. Est-ce que c'est une association qui peut porter un projet de plus de 5 millions d'euros, par exemple? C'est une question. Alors, du coup, sur les fourchettes exactes qu'on est capable de porter, je ne pourrais pas vous répondre aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc actuellement, il y a 8 salariés au sein de la SFEPM. La trésorerie s'est bien améliorée et on s'entoure d'outils, c'est-à-dire notamment de banques associatives qui peuvent nous soutenir et avancer des fonds, de trésorerie dans le cadre de projets européens. Donc, c'est des choses qu'on a discutées avec eux et qui sont OK sur le principe pour nous accompagner sur ce type de projet. Donc, avant de vous apporter cette réponse-là, on a vu avec eux et c'est complètement envisageable. Et après, vis-à-vis de la commission, il n'y a pas de règles, enfin en tout cas, rien d'écrit noir sur blanc là-dessus. Par contre, la solidité financière de la structure porteuse rentre dans la note d'évaluation du projet. Donc, ça participe forcément à l'évaluation. Mais il n'y a pas de critères spécifiques là-dessus. Et globalement, Mélanie, tu as un peu, enfin, j'imagine que tu as de l'expérience là-dessus. Ça veut dire qu'on a une espèce de ratio entre budget proposé et solidité financière qui permettrait de savoir. Je ne saurais pas trop dire. Sincèrement, à l'époque, la SFEPM, Live Chiroptère Grand Sud, la SFEPM, c'était une petite, en structure, hein, et c'était quand même un projet, bon, un petit projet d'1,2 million pour les lives, c'est pas un gros projet, mais et c'était passé. Et en plus, dans les partenaires, personne n'avait d'expérience de live et voilà, c'était passé quand même. Donc, sauf que c'était il y a 20 ans et que maintenant, ou presque,
et que globalement, les exigences n'étaient peut-être pas les mêmes. Oui, oui, c'est vrai. Mais non, je ne saurais pas donner de ratio en tout cas. Après, je trouve que voilà, ça a été très ouvert cette réunion, ça l'est aussi dans le cadre de la table ronde. Nous, en tout cas, au titre de tête de réseau, on serait ravis de le porter. En tout cas, je veux pas m'avancer trop vis-à-vis du CA, mais d'après les retours que j'ai eus, s'il y a d'autres structures pour X raisons veulent aussi le porter, ça se discute. En fait, le but, c'est d'œuvrer pour cette espèce. On va co-construire le projet ensemble. Voilà. Après, on va aviser en fonction de chacun. Hein. Mais il n'y aura pas 10 milliards de solutions de structures porteuses. Oui, c'est ça. Ce qui est déjà bien, c'est qu'a priori, on verra si la CFEPM peut se positionner ou pas, mais on a entendu quand même aussi, Mélanie, qu'il y avait potentiellement aussi le CEN Occitanie, même si c'est par défaut, qui pourrait peut-être être par là. Donc, voilà, pour l'instant, on a peut-être même 2 structures s'il faut. Et la chance qu'on a, c'est que le président de la SFEPM est, je crois, vice-président du CEN Occitanie. Oui. Donc ça va aider aux échanges. Alors, on arrive bientôt à la fin. Je crois que Maxime Jouve avait demandé la parole, mais je ne t'ai pas vu, Maxime. Donc, si jamais tu veux intervenir, c'est le moment. Et sinon, on va vous demander de finir cette table ronde. Ouais, je vais très vite parce que du coup, c'est un peu hors sujet. C'était il y a 10 minutes. Donc, mais c'est pas grave, je le dis quand même, c'est plus des garde-fous. Bon, je pense que Mélanie est bien mieux placée que moi pour parler des programmes LIFE. Après, moi, j'ai collaboré à d'autres programmes LIFE qui n'ont rien à voir avec les chauves-souris. Un programme LIFE, ça passe super bien. Et pour avoir les mains dans le moteur sur du foncier pour protéger des sites à Kiro, je rejoins complètement la remarque dans le chat de Marie Parachou. Prévoyez dans les critères des sites où c'est easy, quoi. Où en gros, vous avez l'accord déjà du propriétaire pour fermer, vous connaissez si c'est de la maîtrise foncière, en gros, il n'y a plus qu'à passer chez le notaire. Parce que sinon, clairement, la moitié des sites, vous ferez rien dessus. Parce que en fait, c'est très très long, la maîtrise foncière ou ce qu'on appelle la MFU dans les scènes, quoi. C'est la maîtrise d'usage ou la maîtrise foncière. Comme disait Emmanuel, pour fermer un site, bien que vous soyez dans un life, il faut l'accord du propriétaire. Donc voilà, c'est des choses à pas négliger et ça peut être un choix dans les sites à retenir. C'était juste un retour d'expérience. Merci Maxime et désolé du délai d'intervention. Je vous laisse conclure, Sébastien, si tu veux conclure ou quelqu'un d'autre. Moi, je peux que vous remercier des échanges de la journée, enfin de l'atelier. Je pense que ça a pu permettre d'aborder et le sujet et la suite. Tous ceux qui sont prêts à avancer le sujet d'ici à septembre, je ne peux que les inviter à avancer. Et puis de toute façon, ce petit groupe qui est affiché reste mobilisé dans la mesure du possible sur le sujet. Et donc, globalement, on aura des nouvelles d'Hélène et donc de la décision de la SFEPM dans les mois à venir. Et ça donnera aussi le là sur qu'est-ce qu'on peut faire ensuite en termes de timing, on va dire durant l'été ou durant l'automne. Et en tout cas, merci à tous. Ouais, juste pour rajouter que vous aurez des nouvelles de moi avec un doodle certainement pour septembre, si j'ai bien compris, dans ces eaux-là, pour qu'on puisse se retrouver et voilà, et continuer pour que justement cette mayonnaise-là puisse continuer à bien prendre. Voilà. D'accord. Alors, merci à vous tous pour votre participation à cette table ronde.